Cher Bertrand, Merci. Monsieur le maire, Merci beaucoup. c'est à vous. Alors François, avant de monter sur scène, tu me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on nous invite à nous asseoir alors que tous les orateurs depuis ce matin sont debout? C'est une question qui est fondée. Ça veut dire que, à certains moments, et pour considérer certains sujets, il est nécessaire de s'asseoir. Voilà pourquoi nous sommes assis. Alors, en préparant ce moment qui clôture notre université, on s'est demandé s'il fallait mettre ton CV. Et nous avons décidé de le mettre, non pas parce qu'il est inconnu, je crois que tout le monde a suivi ton parcours, mais parce que ton CV signifie quelque chose. Quand on regarde les étapes de ta vie professionnelle, on s'aperçoit qu'il y a une grande unité, c'est-à-dire que tu as constamment consacré ton énergie, ton intelligence, tes capacités d'imagination au patrimoine et à ce qu'il représente dans le corps social. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité ce soir faire un exercice un peu particulier qui est d'adapter au format de l'Université de la Ville de demain, le format de ce que nous appelons aujourd'hui l'Atrium Palladio. Qu'est-ce que c'est que l'Atrium Palladio? C'est un nouveau format qui a été inventé par Mecca et qui a pour objectif de proposer d'introduire du temps long dans un contexte où l'immédiateté domine. Et pour introduire du temps long, il faut que nous puissions débattre tranquillement, j'allais dire d'homme à homme, de femme à homme, de cœur à cœur en tout cas, pour essayer de faire ressortir ce qui a constitué un engagement, quelles sont les lignes de force et qu'est-ce qui fait qu'une trajectoire a pu être réussie. Cet Atrium Palladio, nous l'avons établi, c'est un nouveau format de Palladio que nous allons développer notamment à partir de la rentrée et qui prend le nom de quelque chose qui est cher à Palladio qui est l'Atrium. Et quand vous regardez une maison palladienne, comme nous a invité à le faire ce matin Enrico Letta en faisant référence au bureau ovale, la pièce la plus importante dans la maison de Palladio, c'est l'Atrium. C'est-à-dire ce lieu où vous êtes invité à rentrer en contact avec les autres, à échanger, à débattre, également à regarder du théâtre, de la musique, et bien évidemment à festoyer. Eh bien, nous vous invitons ce soir à rentrer dans l'Atrium Palladio, dans un format qui va être plus court que celui que nous pratiquons habituellement, puisque c'est un format qui se déroulera sur 1h30, mais ici, notre temps est compté. Mais nous voudrions, mon cher François, rentrer un petit peu au fond de ce que tu as voulu faire, par des images que nous allons voir ensemble, mais qui nous permettent de comprendre comment, au fond, une vie structurée, enracinée dans des convictions et dans un certain nombre de valeurs, peut permettre de délivrer aux jeunes auxquels s'adresse l'Atrium Palladio un message d'avenir, un message de confort, un message qui nous dit « oui, c'est possible ». Nous avons eu un premier atrium avec Laurence Poirier-Dietz, qui est la présidente de GRDF, qui est d'ailleurs une ancienne de l'Institut Palladio, et donc on a été très heureux de faire cela avec elle. Et puis nous allons en faire un autre à l'automne avec Stéphane Richard, qui est un homme qui, je crois, a eu aussi un parcours très important. Et donc nous construirons au fil des années des entretiens avec des personnalités qui nous offrent un parcours nous permettant de nous situer sur le long terme. Voilà pourquoi nous sommes assis. Parce que pour cela, il faut s'asseoir. Alors, en travaillant cet Atrium Palladio ensemble, nous nous sommes demandé, j'ai essayé de te poser des questions, de savoir au fond qu'est-ce qui avait fondé ton engagement pour la ville,
quels étaient les éléments sur lesquels tu avais pris appui pour arrêter ton regard, définir ta politique, et en dépit du temps qui a été évoqué tout à l'heure, qui est un temps long, qui est un temps difficile, comment tu as pu assurer une continuité dans ce que tu as délivré, notamment dans cette tâche ô combien importante qu'est celle de maire d'une ville. Eh bien, en travaillant comme cela, nous avons identifié au fond 4 piliers, j'allais dire 4 pierres angulaires qui ont, je crois, constamment inspiré ton action et qui t'ont permis d'établir la beauté dans la ville. Je vous présente ce livre qui a été remis tout à l'heure en cadeau au maire. Je ne saurais trop vous en recommander la lecture. François m'avait fait la confidence de m'en passer un exemplaire en script. C'est un travail remarquable de retour sur ce qu'il a fait et qui peut, je pense, être un outil très utile pour ceux qui s'engagent dans la vie municipale. C'est la raison pour laquelle vous avez noté que nous avions souhaité cette année avoir des maires jeunes et de villes moyennes. Voilà, François, pourquoi nous avons cette conversation ce soir. Et nous avons identifié ces 4 éléments qu'on va développer en 4 temps et qui sont plutôt, je pense, 4 points d'appui, 4 pierres angulaires, pour reprendre une image de nos métiers, et qui ont, je crois, constamment inspiré ton travail. La première pierre, c'est que la ville puise son identité, chaque ville a son identité, elle puise son identité dans son sol, qui lui donne, si j'ose dire, sa couleur, et dans son histoire, qui lui donne son âme. La deuxième chose, c'est que tu as constamment souhaité respecter cette ville, et la respecter, c'est accepter de la transformer plutôt que de la détruire. C'est une vérité qui n'est pas forcément si partagée, en tout cas dans le temps long. La troisième chose, c'est que tu as souhaité, et c'était probablement un message que délivrait la ville de Versailles en tant que telle, chaque fois joindre la beauté architecturale à la beauté du vivant, plus que de la nature peut-être, parce que c'est un terme qui est plus complet. Et puis, tu as souhaité insister sur un élément qui est, je crois, tout à fait déterminant, c'est que toute cette action doit être inspirée par une culture de la qualité architecturale et le souci du détail dans la vie quotidienne. Voilà les 4 éléments qui sont ressortis de ce dialogue entre nous, qui, vous l'avez compris, est un dialogue qui est très amical, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer François quand il a été directeur général de la Fondation du patrimoine, quand j'en étais moi-même, il y a près de 25 ans maintenant, le trésorier. Voilà comment nous allons faire ce parcours devant vous. Alors, je vais laisser la parole à François tout de suite, mais avant de lui passer la parole, je souhaitais citer une phrase de son livre qui, je pense, résume un peu toute son action. Il écrit dans son introduction « La beauté du cadre de vie est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Je trouve que cette phrase est très belle et elle résume, je pense, une bonne partie de ton action. Nous allons, François, commencer par le premier temps, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'identité de la ville de Versailles? Qu'est-ce que tu tires de son sol, de la considération de son sol? Et comment as-tu pu mettre en scène son histoire qui est particulièrement riche? Eh bien, un grand merci, Bertrand. Et je voudrais dire, vous l'avez entendu, au fond, chacun d'entre nous, maire, chaque maire pourrait faire ce dialogue avec Bertrand. Tout ce qu'on a entendu, c'est passionnant. C'est des engagements de vie. On est maire parce qu'on est passionné. Et on est maire d'une ville. Chaque ville a son histoire. Il ne faut pas chercher à faire la même chose d'une ville à l'autre. On est tous différents.
Et vous avez pu entendre ces témoignages que je trouvais formidables. Et chaque fois que je viens à cette université, ce qui m'enrichit le plus, je dois le dire, c'est les témoignages de mes collègues. Et à chaque fois, je me dis, waouh, ils portent ça en eux, c'est vraiment, ils ont ça au fond des tripes. Et donc, moi, je l'ai pour cette ville. Mes parents y sont arrivés quand j'avais 10 ans et je suis devenu amoureux de cette ville. Sans doute, si j'étais arrivé dans une autre ville, j'aurais été amoureux aussi de cette ville. Et puis voilà, l'histoire a fait que j'en suis devenu maire depuis 17 ans, que je préside son interco. Mais quand Bertrand, que j'ai eu la chance, et je tiens à souligner son engagement extraordinaire de Bertrand de Fédot, toujours dans la discrétion, pour justement le patrimoine, mais aussi pour dire que l'architecture contemporaine, elle existe. Je tiens vraiment à remercier Bertrand, tout comme Eka, tout comme Emmanuel, vraiment pour ce que vous portez ensemble. La ville puise son identité dans son sol et dans son histoire. Ça, c'est quelque chose qui me paraît assez évident. Et voyez-vous, j'ai eu la chance de présider la Cité de l'Architecture et Patrimoine au moment de sa création. C'était un peu un défi, il faut bien dire. On se trouve en 2004 et ce projet, qui était un projet extraordinaire mais qui avait du mal à naître, la première exposition que j'ai souhaité faire avec mon équipe, c'était Habiter écologique. À l'époque, donc on est là en 2009, ça paraissait presque révolutionnaire aux yeux du monde de l'architecture. J'ai même eu du mal, je dois dire à l'époque, à dire on va faire une exposition sur cette thématique. Et cette exposition, elle était confiée à une femme assez remarquable, qui c'est Dominique Gauzin-Muller, qui a été la commissaire. Elle a fait un ouvrage, à mon avis, un ouvrage de base pour toute cette réflexion. Et Dominique m'a beaucoup parlé d'un endroit qui est inspirant, parce que Bertrand m'a dit regarde aussi à l'extérieur, regarde aussi ce qui se passe à l'étranger. Ce lieu, c'est le Vorarlberg, en Autriche. Le Vorarlberg, depuis les années 1960, il porte une histoire qui est tout à fait conforme à ce que mes collègues ont dit depuis tout à l'heure, ce souci de l'environnement, qui est peut-être la nouveauté, ce qui est en train de changer la vision de la ville. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une culture qui est entre la tradition artisanale et puis tout simplement la volonté aussi d'exploiter ce que la modernité nous amène dans les nouvelles technologies. Vous regardez là, vous avez des chalets traditionnels et puis ce nouveau chalet devant qui est moderne mais qui est en bois et qui fait très attention aux petits détails, à l'agrément de vivre à l'intérieur. Alors voilà, je vous ai mis quelques exemples du même architecte pour vous montrer que ensuite, pour le coup, ça devient aussi des logements qui peuvent être des logements sociaux, ça peut être aussi des logements collectifs pour l'un. Et toujours cette idée de l'intégration dans le site. Et tout à l'heure, mes collègues à chaque fois aussi sont partis de l'histoire du site. Quand on était à la Cité, on avait créé, ça me paraissait aussi important, ce qu'on avait appelé les défis de ville. Les défis de ville, c'était la rencontre entre un architecte ou un paysagiste et puis un maire. Et à chaque fois, c'était des débats absolument passionnants. On voyait aussi bien la passion du maire que de celui qui avait réalisé, du maître d'œuvre. Et je crois on s'était dit, on va commencer par aussi l'histoire, présenter l'histoire du lieu, parce qu'il faut s'inspirer du lieu. Et voilà, le Vorarlberg, pour moi, j'y suis allé ensuite et j'ai compris l'histoire. Pourquoi c'était un lieu très fort pour nous tous ? Parce que voilà, c'est une communauté urbaine qui avait pris ses traditions, qui respectait le produit naturel, c'était le bois. Et je pense qu'il faut que nous allions dans ce sens. Alors peut-être maintenant Versailles. Versailles. Vous voyez, alors on est sur autre chose. C'est quoi l'histoire de Versailles ? Versailles, c'est une ville nouvelle qui apparaît au XVIIe siècle par la volonté du roi Louis XIV. L'histoire est assez extraordinaire. Le petit relais de chasse de Louis XIII qui est toujours enserré au cœur du château. Vous avez le relais de chasse, vous le voyez tout de suite avec ses briques. Et puis le jeune roi Louis XIV, l'histoire de la Fronde qui l'a beaucoup marqué, il veut s'isoler, il veut que sa cour soit isolé du reste pour qu'il puisse vraiment maîtriser tous ces nobles qui avaient un peu tendance à fronder, à être trop indépendants. Et il va se lancer dans ce projet absolument incroyable, sur le fond assez mégalo, mais
il va avoir l'intelligence d'appeler les plus grands artistes du moment. En piquant, on le sait, au château de Vaux, etc. Et regardez qu'est-ce que c'est l'histoire de cette ville. Elle est résumée là. C'est une histoire de pierre blonde. C'est la pierre du lieu. Donc, c'est une ville blonde ici. Et puis, c'est aussi une histoire de briques. Parce que ce château enserre, donc ce château historique de Louis XIII, qui est en briques. Et vous voyez, d'ailleurs, il y a des bâtiments historiques, vous voyez, il y a ce brique. C'est même parfois la fausse brique. Mais c'est notre identité au point de vue architectural. Et vous avez autre chose, et c'est ces grandes avenues rayonnantes, ce qu'on appelle la Padnois ici. Cette Padnois avec l'avenue de Paris qui est au centre, qui est plus large que l'avenue des Champs-Élysées, puis les deux autres avenues, l'avenue de Saint-Cloud et l'avenue de Sceaux. Et ça, elles ont une caractéristique, c'est ces merveilleux platanes qui font cet ombrage aujourd'hui et qui vous permet de respirer alors qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Et voilà, c'est notre identité. Et je me suis dit, comment on travaille aujourd'hui? Comment on travaille sur ça? Eh bien, là, on va prendre un excès presque de la modernité. Vous avez une ancienne gare routière, on aurait pu faire une photo avec des bus, parce qu'il y a eu beaucoup de bus. Vous êtes devant la principale gare au niveau touristique de Versailles, la gare Versailles-Château, Versailles-Rive-Gauche. C'était la vision que les gens avaient en arrivant dans cette ville. Ce n'était pas l'histoire de notre ville, il fallait raconter autre chose. Et il fallait d'abord l'utiliser pour être un point d'attraction. Beaucoup de mes collègues l'ont dit aussi. Comment faire vivre nos villes? C'est aussi notre mission. Donc, on a fait l'Office du tourisme. On a fait l'Office du tourisme, on a fait un concours, bien sûr, et c'est Philippe Chiambaretta qui était là, je ne sais pas s'il est encore là, c'est Philippe qui a été lauréat. Vous voyez, on est un peu dans la tradition des pavillons, des expositions universelles. Il faut imaginer que le rez-de-chaussée est totalement dévolu à l'accueil du public, et à l'étage que vous voyez, c'est là où il y a les activités de l'office. Et puis, à côté, vous avez un jardin. Parce qu'en travaillant sur l'histoire de Versailles, il y avait une chose très frappante, c'est les bosquets du château. Il faut imaginer qu'au début, la constitution du château, la construction, elle va arriver vers 1680. Au départ, vous avez des fêtes extraordinaires où il y a Molière, Lully, tous ces noms qui encore sont des références culturelles fabuleuses pour notre histoire. Eh bien, ça commence dans des bosquets. Les bosquets, c'est quoi? C'est une ceinture végétale où vous êtes protégé, vous êtes bien, et au milieu, il y a une œuvre d'art. Et donc l'idée, c'était de faire le premier bosquet, un bosquet contemporain. Et donc, vous avez là, juste attenant à ce bâtiment, un bosquet où on peut venir se reposer. Et à l'intérieur, on a fait une œuvre d'art. Cette œuvre d'art, c'est une œuvre contemporaine de Xavier Veillant, et c'est le personnage de Molière. Alors, on m'avait dit de mettre pas trop de photos. Je ne l'ai pas mis. Ça, voilà, c'est l'ancien. C'est voilà, le bosquet, ici, on l'a mis. Vous voyez, vous avez au fond cette sculpture de Molière, réinterprétée à partir d'une sculpture qui existe à l'entrée de la Comédie Française, et on peut s'asseoir sur Molière. On peut venir faire une photo. C'est le souvenir quand vous venez à Versailles. Vous asseyez là. C'est une ville de culture. Tout à l'heure, Yann a parlé à Bourges. Je crois qu'effectivement, tu l'as dit, c'est très important de se dire que la culture, c'est le lien au-delà des différences politiques, au-delà de ces batailles qui sont parfois picrocoliennes. Nous, maires, on se bat souvent avec des gens qui pensent des choses différentes, mais on se bat pour la ville, pour qu'elle soit agréable, pour qu'elle soit en lien. Et la culture, c'est souvent l'élément fondamental pour rapprocher les gens. Voilà, voyons, on se détend, etc. C'est Nicolas Gilsoul qui est le paysagiste qui a réalisé. Je crois très important aussi. Quand j'étais parlementaire, j'ai fait introduire un amendement, la loi El Cap en 2016, pour que sur les bâtiments, il y ait le nom de l'architecte et la date où ça a été réalisé. C'est pour moi essentiel parce que regardez l'histoire du passé dans les villes. Vous voyez les noms. On a l'impression d'une histoire qui vous est racontée. Ce que tu disais, le patrimoine de commun. Vous voyez les noms de l'architecte et vous voyez la date où ça fait. Et soudain, vous comprenez l'histoire d'une ville. Eh bien, sachez-le que normalement, c'est une obligation légale aujourd'hui. On n'est pas nombreux à la respecter, mais je pense que c'est important. D'abord, c'est rendre hommage au talent des architectes et rendre hommage aussi peut-être à des périodes. Deuxième temps. Voilà, alors en ayant respecté et en étant imprégné en fait presque du matériau du sol, comme tu le disais, c'est très
C'est impressionnant de voir d'ailleurs comment souvent l'unité visuelle d'une ville résulte du fait que c'est dans le même sol que l'on trouve la pierre blonde, celle qui permet de faire la brique éventuellement, la pierre meulière aussi, et qui donne une unité à la ville. Et à partir de là, tu as développé un autre élément qui, je pense, est très structurant, qui est de se dire il faut bien sûr faire évoluer la ville, c'est très important, mais il faut accepter de la transformer, c'est-à-dire de réutiliser ce qui a été délivré par les générations antérieures plutôt que de détruire systématiquement. Alors ça, je pense que c'est une idée qui est fondamentale aujourd'hui. Et là aussi, vous avez un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, on l'a vécu à la fin des années entre 2000 et 2010. On a très bien vu que soudain, il fallait qu'on pense autrement la ville parce qu'il y avait ce problème de réchauffement climatique. C'est le moment où apparaît aussi le plan Borloo. Et à la Cité, nous l'avons vraiment vécu en plein. Et apparaît cette réflexion fondamentale que si on regarde la création en gaz à effet de serre, le moment où vous avez le plus de création de gaz à effet de serre, vous le savez, c'est au moment de la construction. Si on estime que la durée de vie d'un bâtiment, c'est environ 50 ans, la création des gaz à effet de serre, c'est 60% au moment de la construction, entre 60 et 80%. Donc, nous avons toujours intérêt à maintenir l'existant, à le transformer, plutôt que d'aller imaginer de raser l'existant et de construire quelque chose de différent. Parfois, il faut le faire, parce que le bâtiment est vraiment totalement impropre à une requalification. Mais il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on peut le transformer? Est-ce qu'on peut faire ce que Jean-Michel Villemotte appelle la greffe en architecture? Rajouter quelque chose de supérieur à l'existant par la modernité. Donc, la respecter, c'est accepter à transformer plutôt que d'aller détruire. Cette idée-là, là aussi, en suivant le raisonnement que m'invitait à suivre Bertrand, je dis, va voir à l'étranger. Alors, quelque chose m'a marqué, moi, c'est Hambourg. Hambourg, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est une île passionnante parce qu'elle a vraiment requalifié toute son histoire portuaire. Vous voyez ces bâtiments qui étaient devenus quasi des ruines, ils ont été requalifiés. Ils ont de la gueule, ils sont beaux. Et aujourd'hui, ils servent dans la ville à des activités diverses. Et puis à côté, vous avez, et ça c'est Bertrand qui me l'a rappelé, au fond vous avez la plus grosse opération européenne qui a eu lieu de promotion immobilière, et c'est Unibail qui a porté ce projet. Et donc, je suis allé chercher sur Internet pour trouver une photo. Vous voyez en arrière-plan, évidemment, le port, ses activités traditionnelles et ses nouvelles constructions. Donc, l'idée, là aussi, c'est on a gardé le passé et on l'a enrichi du présent. Puis je me suis permis de rajouter une photo, c'est celle-ci. Vous connaissez, c'est la Philharmonie, une œuvre majeure de Herzog et de Meuron, de très grands architectes, prix Pritzker, des architectes suisses. Et là, c'est assez fabuleux parce qu'il faut aussi continuer à se dire, à porter, qu'il peut y avoir des objets extraordinaires, des bâtiments iconiques. Ça fait aussi partie de nos histoires. Et puis, cette Philharmonie, vraiment, elle est devenue, dans cette ville, quelque chose d'essentiel et en photo partout. Alors, ensuite, on va se dire comment c'est chez nous. Puis je me suis dit, il faut tout de même aussi regarder toujours ce qui se fait en France, parce qu'il fait des choses formidables. On l'a entendu tout à l'heure avec mes collègues. Moi, quelque chose m'avait frappé, c'est à Deauville. J'étais allé voir plutôt une réalisation d'architecte, parce que j'aimais cette agence d'architecture, l'agence Moati-Rivière, je trouve qu'elle est très douée. J'ai dit, tiens, je vais aller voir ce qu'ils ont fait, puisqu'on en parle beaucoup. C'est la restauration d'un bâtiment, donc ça s'appelle pas pour rien les franciscaines, un ancien couvent. Et donc, c'est une ville petite, en réalité, Deauville. Et alors, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est le cœur de ce bâtiment. Et c'est devenu un atrium de lecture publique. C'est gratuit. Et j'ai trouvé formidable, malheureusement la photo ne montre pas, vous avez aussi un lustre de création contemporaine
qui est absolument superbe. Et vous avez ensuite une suite de lectures comme ça. Et moi, ça m'a inspiré pour faire ce que vous pouvez voir. Vous avez la possibilité d'aller voir. C'est une exposition qui a lieu. C'est une des expositions de la Biennale d'architecture des paysages. C'est un ancien centre de tri postal. Et ce bâtiment, on l'a transformé pour faire un lieu d'exposition. Et au rez-de-chaussée, vous avez un restaurant tenu par des jeunes qui est aussi le lieu de réunion de tous les quartiers de Versailles, car ça se trouve au carrefour de nos quartiers. Et l'un des problèmes de notre ville, c'est que nos grandes avenues séparent la ville en quartiers. Voilà, donc rapidement, ça c'était l'ancien centre de tri. Et ça, c'est la reconversion qui a été faite par l'atelier Marquis. Voilà, je pense qu'il faut qu'on passe au troisième thème, qui est celui donc de... Alors ça, c'est une autre conversion hein, aussi. Elle est un peu incroyable parce que c'était au cœur de la ville. C'était l'ancien hôpital royal qui était une friche. On l'a transformé, vous voyez, avec des jardins au centre, qui sont des jardins qui ne sont pas privés, importants, collectifs. Et puis, bien sûr, vous avez la chapelle au centre, qui est aussi un lieu d'exposition pour la Biennale d'architecture. Et tout autour, ce sont des logements privés. Donc, le financement a été permis par des logements privés. Et sur le côté, vous avez construction des bâtiments contemporains. Voilà. Voilà. Et alors là, la nature dans tout ça, comment est-ce que tu l'intègres ? Voilà, alors ça c'est la troisième thématique qui nous est commune, je pense à tous, c'est que vraiment aujourd'hui, le fait d'avoir la nature rajoute à la beauté de la vie. Et donc c'est une combinaison des deux. Si on va à l'étranger, là vous êtes à Barcelone, vous voyez, gigantesque nœud autoroutier très laid. Aujourd'hui c'est devenu ça, là c'est une tour très célèbre réalisée par Jean Nouvel et vous voyez devant un grand tapis vert. C'est une illustration assez extraordinaire de transformation. Là, ici, vous avez une transformation qui a été très connue, ça faisait l'objet d'un défi de ville avec Alain Juppé et puis aussi Corajou, qui était le paysagiste, qui avait fait cette transformation. Évidemment, vous voyez, à Bordeaux, ça a changé la face de la ville. Chez nous, eh bien, vous avez une très grande transformation qui a été réalisée. Vous voyez, là aussi, c'était un peu la même chose. À côté de la principale gare de Versailles, une gare chantier, une immense friche. Une immense friche, vous êtes déjà dans une période intermédiaire. On avait commencé la transformation, on avait percé, vous voyez, cet axe d'entrée, on l'a percé entre deux bassins historiques pour arriver sur la gare. Et puis, on a développé tout un quartier avec une assez forte densité. Et vous voyez ce que c'est aujourd'hui, c'est l'alliance donc de ces bassins historiques qui sont devenus des jardins publics, avec notamment un des bassins, c'est une ferme environnementale qui a été financée par Nature et Découverte. Et puis vous avez des bâtiments construits, des bâtiments de bureaux, la moitié de bâtiments de bureaux par Christian de Portzamparc, l'autre moitié du logement, un équilibre urbain, toujours très important, c'est préserver les équilibres. On n'est plus dans la vision de Le Corbusier, vous savez, les villes un peu séparées avec des vocations. Non, on essaye de rassembler dans une même ville les différents usages de la ville. Voilà, et vous avez, voilà, vous voyez derrière les bâtiments de logement, avec bien sûr toujours aussi des logements sociaux, réalisés par Elisabeth de Portzamparc, qui donne sur cet ancien bassin historique qui devient une ferme urbaine. Voilà, et je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre ce bâtiment pour vous dire qu'à Versailles, il faut aussi porter l'architecture contemporaine. C'est un bâtiment construit par Patrick Bouchin. Il a été fait à partir de la récupération d'une ancienne halle. Quand j'étais élu maire, j'avais sur mon bureau la destruction de la halle. Et je me suis dit, non, essayons de faire autre chose. Essayons de garder une horizontalité. C'était important pour l'équilibre urbain, puisque vous avez deux pôles de construction très denses sur le côté. Il fallait un peu d'horizontalité. On a gardé et ça a été cette création assez extraordinaire. Je vous invite à la voir si vous êtes curieux. Allez déambuler. Il y a d'autres bâtiments assez exceptionnels dans ce nouveau quartier. Vous voyez, Versailles, ville d'histoire, mais aussi ville du XXIe siècle. Voilà, alors dernier point, il est essentiel pour nous tous, je pense, maires ici. C'est que, attention, la qualité architecturale, ça commence par le souci du détail au quotidien. Vous pouvez faire le plus beau projet, mais si c'est mal entretenu, les gens n'apprécieront pas. La qualité du quotidien, c'est un élément fondamental de la beauté et aussi du lien social. Vous voyez, et ça, c'est toujours l'idée de s'inspirer du passé, donc ou de l'étranger. Là, on est à Séville.
Il y a une chose très étonnante en Espagne, c'est ces parcs par enfants sur les Ramblas. Ça m'a vraiment marqué. Moi, je dis, tiens, on n'a pas cette culture, il faudrait qu'on essaye de faire ça. Mohamed a dit un peu la même chose tout à l'heure. Et ça, il y avait ça. Et ça, c'est évidemment, vous savez, c'est les apports que l'on fait pour les bouteilles et autres choses dans la ville. Je dis, ils sont culottés, mais c'est bien ce machin-là. Il faudrait qu'on fasse ça, parce que moi, je déteste une chose, c'est tout ce qu'on nous oblige à mettre dans nos villes pour l'entretien. Vous savez, ces armoires métalliques, ces objets. Ah, c'est insupportable. Faites des efforts monstrueux, et puis vous avez ces trucs qu'on vous oblige à mettre. Donc, je me suis dit, on va essayer d'imaginer. Ben voilà. Ça, c'est la culture ici. C'est-à-dire qu'avec mon directeur de la communication, moi, il y a une chose que j'adore ici. C'est un livre qui est dans notre bibliothèque. C'est le livre du roi. Au moment d'un événement extraordinaire, c'est le carrousel de 1661, jeune roi. Et il fait une démonstration de force à partir de la culture. Il faut imaginer des costumes extraordinaires sur des chevaux. Et donc, on s'est inspiré de toute cette iconographie incroyable. J'ai dit à Guillaume, décline-moi ça pour des poubelles. Voilà. Et ouais, ça fait partie, c'est une histoire, on raconte une histoire. Et j'aime beaucoup l'image suivante, vous voyez, parce que là aussi, toutes ces armoires électriques qu'on vous impose, vous n'avez rien le droit de dire. Tout à l'heure, on a parlé de président d'Enedis, qui fait un travail formidable, mais aussi, de temps en temps, entre la fibre, entre le téléphone. Puis vous n'avez rien le droit de dire, on vous fout ça alors que vous avez fait une belle rue. Bon. Et donc, si on les utilisait comme objets urbains. Et donc là, vous voyez, c'est les femmes de La Fontaine, puis cette petite fille qui vient, et ça permet aussi voilà, raconter une histoire, et les parents adorent. Et c'est le Boulevard à Rennes, et on décline comme ça les femmes de La Fontaine, inspirées de peintures du 18e. Voilà, c'est ça que l'on fait. Mais vous avez pu voir aussi qu'on ne s'enferme pas, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la culture du passé. Pour nous, ce qui est important, c'est faire le pont entre le présent et le passé. Voilà, alors vous avez aussi, ça c'était un espace en ville, et on en a fait ça avec la même utilité, hein, c'est du basket 3x3, voilà, jardin à la française. C'est simple, ça coûte pas cher, et ça change tout de même la vision de la ville. Et puis voilà, je finis sur un quartier parce que, contrairement à l'image que l'on a, vous avez vu les quartiers centraux. Quartiers centraux, c'est les quartiers d'histoire, c'est les quartiers 17e, 18e, avec des très fortes protections. Et puis nous avons aussi autour des grands quartiers sociaux, comme dans toutes les villes. Et dans ces quartiers sociaux, ça c'est le plus grand, il s'appelle Bernard de Jussieu. Et dans ce quartier, il y avait un problème parce qu'il disait on habite Jussieu et on ne disait pas on habite Versailles. Et donc, avec Quai 36, on a travaillé sur ce sujet. On s'est dit, voilà, réchauffement climatique, il faut faire l'isolation. Donc l'isolation par l'extérieur, il y a des financements intéressants. Mais on va en profiter pour requalifier. Et je vous ai dit que l'image de la ville, c'est le blond et c'est la brique. Et donc, en travaillant avec les architectes, on a fait des revêtements qui sont avec de la brique. La briquette épaisse, j'aime pas beaucoup la briquette, mais là on n'avait pas le choix. On fait de la briquette et je peux vous dire, ça a vraiment changé l'image. Et on a fait aussi un support d'art. Je n'aime pas tellement la notion de street art, et d'ailleurs je partage ça avec Jonas Ramuz. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a parfois du street art qui est vraiment magnifique et d'autres à vomir. Là, c'est de la fresque urbaine. On a donné comme thème, parce que ça s'appelle Bernard de Jussieu, donc c'est toute l'histoire de la botanique, on a dit la nature. Et vous voyez, c'est des artistes qui sont venus un peu du monde entier, et aujourd'hui, on va visiter ce quartier. L'Office du tourisme fait des visites de ce quartier. Et c'est important, et là aussi, dans ce que disaient mes collègues, ça n'a rien d'original ce que l'on fait, mais voilà, je suis dans ma ville, je vous raconte une histoire. Et avec ça, regardez la qualité de ça. C'est fait à la bombe. Moi, ça m'a fasciné. C'est un artiste italien. Il faisait ça à la bombe. On a l'impression de perspective italienne, vous voyez, c'est incroyable. Et en plus, c'est beau, c'est des colombes qui s'envolent. Voilà. C'est un signe de paix aussi, et aujourd'hui, je crois que parler de paix, c'est important. Alors, pour conclure, je suis un peu long, mais c'était ce que tu m'as proposé de faire une discussion, et je suis désolé d'être assis, voilà, les collègues étaient debout, mais bon, je me livre à cet exercice pour vous dire que, pour moi, il y a une chose que j'ai la chance de vivre. À la Cité de l'Architecture,
et maintenant comme maire depuis 17 ans ici. Au fond, j'ai vu qu'il y avait ce mot important, on a changé d'époque. On n'est plus dans la culture du XXe siècle. Et au XXe siècle, il y a eu ce grand mouvement de l'époque moderne, incarné par Le Corbusier. Et vous avez eu à un moment ce qu'on a fait la Charte d'Athènes, en 1933, où des architectes se sont réunis. Et on dit, voilà, on va avoir un langage commun. Ce langage commun, il a vraiment inspiré un siècle. Aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de dire ensemble, peut-être qu'on fasse une charte. Je rêverais charte de Versailles, parce que Versailles, c'est la ville depuis son histoire qui a fait le lien entre le paysage et puis la construction. Parce que c'est l'histoire de Le Nôtre, c'est l'histoire de Le Vau aussi, mais c'est l'histoire fondamentalement ça. Mais c'est cette histoire, la Réunion de ça. Or, le XXIe siècle, ce que nous portons ensemble, c'est ça. Et c'est ça la grosse différence avec le XXe siècle. Je peux vous dire, je l'ai vécu à la Cité de l'Architecture. On a fait 2 expositions. Au départ, dont je vous ai dit, Habitat écologique. Et la deuxième, c'était avec des paysagistes. Et c'est aussi une transformation. De dire qu'aujourd'hui, il faut cette harmonie en tout. Alors, oui, faisons ce combat que Maud porte aussi. Faisons ensemble une charte, une envie de se dire... Aujourd'hui, on peut être fier de porter une nouvelle esthétique. Aujourd'hui, ce qui était frappant, c'est que plein d'entre nous avons utilisé le mot « beau ». Il y a 10 ans, c'était impossible en architecture, parce qu'on vous disait « le beau est subjectif ». Un maire ne pouvait même pas dire qu'il cherchait le beau, parce qu'on lui disait « mais c'est ton goût, c'est pas le goût partagé peut-être ». Mais si on n'assume pas une ambition de beau, c'est quoi? C'est la culture du fric. Il faut être clair. Donc il faut qu'ensemble, on assume cette ambition de beauté dans la ville. Et il faut l'assumer avec cette chance que l'on a. C'est que le défi d'environnement, avec toutes les contraintes que ça veut dire, il peut nous donner un nouvel espoir. On a vécu au XXe siècle l'époque moderne. On vit aujourd'hui l'époque de l'architecture environnementale. Vous avouerez que c'est vraiment difficile d'interrompre une passion. C'est vraiment difficile d'interrompre une passion. Je voulais juste faire un petit lien, avant de laisser la parole à David, avec le premier message qui nous a été délivré ce matin de Michel Serres, tellement remarquablement dit. C'est-à-dire que le basculement auquel nous sommes confrontés nous invite à redécouvrir ce que c'est qu'habiter. Redécouvrir ce que c'est qu'habiter. Et nous savons que la complexité des sujets que nous avons à traiter, qui nécessitent beaucoup de passion, mon cher François, nous oblige à aller chercher l'imagination, l'énergie à partir des acteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi à l'université de mettre en valeur les actions collectives. Parce que les actions collectives, c'est celles qui naissent du corps social, qui s'affinent par le travail collectif et qui s'imposent en étant élargies comme les bonnes solutions à l'encontre de celles qui sont soi-disant prescrites par la loi et qui tombent souvent à côté de leur objectif. Donc ces moyens, nous les avons. L'important, c'est d'avoir un axe. Je trouve très exceptionnel que l'ensemble de nos professions, l'ensemble des acteurs qui sont chargés de construire la ville, se soit vu aujourd'hui mis dans une perspective que vient de rappeler François, qui est quand même une perspective enthousiasmante. Cherchez le beau et vous ne vous tromperez pas. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que devant l'incroyable difficulté de faire évoluer cette ville dans l'harmonie, nous avons une ligne de conduite. Et je la résumerai par cette phrase extraordinaire du poète allemand du XIXe siècle. C'est en poète que l'homme habite la ville.